Bonjour et bienvenue à notre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? On va décortiquer l'actualité de la semaine, en fait. On va regarder ça. Et avec moi, mon panéliste et ami, Patrice Bouchard, qui est aussi enseignant en sciences politiques au Cégep de Saint-Félicien. Bonjour, Patrice. Salut, Pierre. Ça va bien? Super, merci. Prêt à nous amener ta grande sagesse sur l'actualité? Oui, tout à fait. Mais ce que je vois, c'est qu'on a beaucoup de thèmes aujourd'hui. Oui, et c'est pour ça qu'on va commencer maintenant. Je te lance dans le bain parce que, hey, on a eu de la neige. Non, mais on chialait, pas de neige, mais quand on a plein de neige, ça crée d'autres genres de problèmes. Es-tu pour ou contre la neige, toi? C'est difficile à répondre. Évidemment, pour. J'aime l'hiver, même si je ne fais pas vraiment de sport d'hiver. Mais n'empêche que ce matin, dans un média régional, j'entendais que, je pense que c'était... il y avait vraiment eu une augmentation très rapide du nombre de motoneigistes dans la région parce que, il y a quelques semaines, si on se rappelle, le départ Thaïlande pour la saison touristique hivernale, etc. Et là, ça fait du bien à pas mal de monde. Alors, si ce n'est que pour des raisons économiques et locales, absolument, mais au-delà de ça... Tu sais que même régionalement, c'est 11 000 personnes qui sont membres des clubs de motoneige. Ah non, c'est beaucoup de monde. Puis on le voit, c'est les motoneiges dans les cours d'hôtel, dans les relais, les hébergements. Il y a une force économique qui est là, qui est rattachée à ce secteur-là. Puis, rappelez-vous, là, je crois, 1 an ou 2, on a débloqué un projet ici qui est l'accès au centre-ville du secteur de Dolbeau-Mistassini par le motoneige. C'était avec la ville, je pense, puis la Chambre de commerce. Alors, c'est pour dire comment c'est important, puis que ça a des retombées, puis qu'en plus, de toute façon, moi, j'aime bien vivre au Québec parce qu'il y a 4 saisons bien définies. C'est moins long, c'est moins plate, c'est diversifié. Mais il faut en profiter. Oui, voilà. C'est sûr que si on reste chez nous puis on fait rien, c'est plate l'hiver, mais c'est le fun d'en profiter. À Dolbeau-Mistassini, on sait que la piscine date là, de plusieurs années, qu'elle est finie ou presque. Et là, il y a un projet pour faire construire une nouvelle piscine, des coûts qui sont à peu près de 12 millions. Est-ce que tu penses que la ville de Dolbeau-Mistassini peut payer ça tout seul? Et est-ce que c'est nécessaire pour un secteur comme Dolbeau-Mistassini? D'abord, tu as dit, est-ce que la ville peut se payer ça toute seule? Ouais. La réponse, c'est non, mais le projet, c'est pas qu'elle le fasse toute seule, c'est d'aller dans certains programmes. D'abord, le conseil de ville a manifesté son intérêt d'aller de l'avant avec ce projet-là, mais évidemment, c'est conditionnel à l'aide du fédéral et du provincial. Okay. Deuxièmement, si jamais il n'y avait pas d'aide, je ne crois pas qu'ils vont être capables d'aller de l'avant. Et à la question, est-ce qu'on devrait... je pense que dans les dernières années, on a développé tout un réseau d'infrastructures dans la ville, là, que ce soit récréatif, sportif, culturel et autres. La salle de spectacle est un bon exemple. On a 2 bibliothèques, 2 arénas, différents plateaux sportifs. Alors oui, ça doit être fait. Oui, c'est important. Puis quand tu as déjà un service et que ça fait 25-30 ans, à un moment donné, veux pas, tu dois donner un coup de barre. Et c'est ce qui arrive avec les infrastructures. Pour le quotidien des gens, au-delà d'offrir un service, ça ne change rien. Puis ça se ressent, oui, peut-être un peu sur le compte de taxes. Je ne sais pas, il faudra voir les choix budgétaires qui vont être faits, mais pas nécessairement. Et les paiements de ça sont échelonnés sur autant d'années. Ouais. Donc, c'est un parc d'infrastructures qu'il faut refaire. Puis, de toute façon, comme on dit, si on n'investit pas dans telle infrastructure, on va investir dans telle autre. Et je pense que quand on veut attirer des gens, des familles, avoir un milieu de vie qualité, je pense que la piscine, comme la bibliothèque, comme la salle de spectacle, comme les gymnases, ça fait partie de trucs incontournables. Et en fait, c'était une question piège que je te lançais parce que oui, je pense que c'est nécessaire, surtout que, je ne sais pas si tu savais cette statistique, mais c'est l'équipement sportif le plus utilisé dans le secteur. J'ai vraiment pas de difficulté à le croire. En plus, il y a des horaires flexibles. Avec ça, il y a un paquet de gens qui, à 6h, 6h30, sont à la piscine avant ou après le travail. Puis là, à un moment donné, on n'arrête pas de dire aux gens, prenez-vous en main les saines habitudes de vie, la prévention en santé. On fait quoi? Tout est là, il faut le juste utiliser. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit, puis ça ne veut pas dire que ça n'amène pas son lot de complexité au niveau économique, fiscal, de la taxation ou autre, mais ça vaut le coup, oui. Mouvement Sauvons nos régions. Tu as le goût de sauver ta région, Patrice? D'abord, 2 choses. Oui, parce qu'en fait, on aurait peut-être dû dire développons nos régions, parce que sauvons nos régions. Est-ce qu'elles sont en péril? C'est-à-dire, oui, on peut emmener des projets, emmener de l'eau au moulin, être innovant. Le problème que j'ai, c'est que j'entendais ce matin le président de la conférence régionale des élus qui n'était pas capable de dire si le Saguenay-Lac-Saint-Jean
allait embarquer ou non dans cette coalition-là. Tant qu'à moi, on aurait dû être les leaders. Parce qu'on a un discours depuis 25 ans qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est axé sur la décentralisation, la prise en main, la transformation, le développement. Et là, on tarde. Bon, là, dans les derniers mois, il y a eu toutes sortes de politiques annoncées. Bon, le conservatoire, ça ne s'est pas fait, heureusement. Finalement, qu'est-ce qu'on a annoncé? Les Carrefour Jeunesse Emploi, les CLD, les CRE. Bon, on peut dire, la structure, c'est pas important, blablabla. Mais en même temps, c'est tout un... Tu sais, je veux dire, c'est pas rien, là, c'est pas banal. Ajoutons à cela les directions régionales en éducation. Ajoutons à cela la santé. C'est majeur, là, ce qui se passe. Et puis, il y a un point tout à l'heure dont on va parler, les investissements d'infrastructures de la Caisse de dépôt. J'ai hâte de voir quelle infrastructure rentable la Caisse de dépôt va pouvoir mener en région. Ça, j'ai hâte de voir ça. Mais c'est pour dire que, sur le principe, la politique de la chaise vide, c'est jamais bon. Alors, non seulement il devrait embarquer, il devrait profiter d'une tribune pour réitérer certains principes. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui fait que ça tarde? Parce que là, on nous dit qu'ils vont se réunir, je crois, le 29 janvier ou février, en tout cas, sous peu. Je pense que c'est le 29 janvier. Et là, ils vont prendre une décision. Puis pour savoir s'ils embarquent ou non dans la coalition Sauvons les régions. Moi, d'abord, spontanément, je dirais oui, là. Je n'ai pas besoin de penser à ça longtemps. Ouais, c'est ça. De par la mission des organismes comme la CRE, justement. Là, j'en ai plus que la CRE sur la sellette. On va en reparler tout à l'heure, là, parce que là, d'ici quelques mois, ça va être la fin de la CRE, là. Ou quelques années, en tout cas, peu importe, tout dépendant du projet de loi. Alors, la question que je pose, et je ne sais pas s'il y a des gens à la maison qui peuvent me donner une opinion là-dessus, pourquoi la CRE hésite? Pourquoi les représentants locaux et régionaux, cette élite politique-là, semblent hésitante, et pire, semblent se résigner aux propositions gouvernementales? Oui. Je veux dire, peut-être que tu n'auras pas le choix de l'accepter, mais on peut-tu avant dire, un instant, voici pourquoi vous devriez... Ou faire partie du processus. Faire partie du processus, parce que, je le répète, je ne suis pas certain que la politique de la chaise vide, c'est une bonne stratégie. Merci, Patrice. Je vais te relancer sur la conférence régionale des préfets. C'est carrément en lien avec le premier point. Oui, mais est-ce que c'est pas 4,30 sous pour une pièce? Non. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que la conférence régionale des élus, c'est 22 membres. Oui. Donc, les villes de 5 000 habitants et plus, les préfets, des membres de la société civile, comme les représentants syndicaux, patronaux, jeunesse et groupes de femmes. Ajoutons à cela Masteuillache et les 5 députés qui siègent à l'Assemblée nationale assistent à la CRE. Ils ne votent pas, mais ils peuvent intervenir et assister. Ceci dit, donc, nous avons 22 personnes. Et là, on va tomber à 5. 5 préfets. Alors, pourquoi on arrive avec une table comme celle-là? C'est parce que, bon, certains ont dû les responsabilités de la CRE, finalement, c'est de faire ce que le gouvernement dit, mais au-delà de ça, c'était quand même un endroit, 12 emplois, où on gérait des enveloppes de Québec, on les gérait régionalement, avec des priorités régionales. Entre autres, parce que mais en tout cas, je considère que c'est un des seuls lieux de concertation régionale que l'on a. Maintenant, si on ramène ça à 5 préfets, c'est certainement, puis j'ai entendu M. Paradis le dire à plusieurs reprises, on veut maintenir cet esprit de concertation-là. Donc, avec 5 préfets. Mais il va être dilué. 5 préfets. En fait, c'est 4 préfets avec un représentant de Saguenay, parce que Saguenay, ville de 100 000 habitants et plus, a les mêmes pouvoirs que les MRC. Donc, c'est pas bête de se rasseoir sur les MRC. Mais là, qu'est-ce qui va venir avec ça? Est-ce qu'il y aura des enveloppes ou si c'est simplement un lieu de concertation ou peut-être que certains vont être tentés de tirer davantage la couverture de leur côté. Alors, cette concertation-là, quelle forme elle va prendre, comment, ça, je ne le sais pas. Mais, comme on dit, laissons la chance au coureur, parce qu'avant la CRE, il y avait une autre structure qui a été allégée, où on a impliqué davantage le politique. Là, ce qu'on sait présentement, c'est que c'est au moins 5 membres, et c'est que du politique. Est-ce qu'on va ajouter à cela la société civile? Si oui, combien? Quel sera le processus de nomination, d'imputabilité? Il y a des questions là, qui vont avec ça, là, parce que quand on arrive sur des dossiers majeurs, comme l'industrie forestière, des dossiers, je ne sais pas moi, le développement énergétique, des dossiers comme caribou forestier, des dossiers comme la diversification économique, il faut un certain nombre de consensus, puis il faut des gens qui sont là, qui soient représentatifs, et je ne crois pas que ce soit une bonne idée de laisser ça simplement, uniquement aux politiques. Pas que j'aime pas le politique, mais à un moment donné, il faut que tu aies des gens autour de la table qui ont une expertise,
qui sont issus d'un domaine d'activité, qui ne sont pas politiques, mais qui sont bien connaissants de leur domaine et qui amènent un nouvel éclairage. Bien, tu amènes un nouvel éclairage là-dessus. J'aime ça. Déficit d'opération dans les cégeps. On a vu que les cégeps vont être obligés de puiser dans leur surplus accumulé pour arriver avec des budgets équilibrés. Bien, pour la petite histoire, en fait, c'est que le budget de juin du premier gouvernement Couillard, le premier budget, pardon, du gouvernement Couillard, a confirmé une coupe de 21 millions dans les cégeps, dans l'ensemble des cégeps. Sauf qu'on est arrivé avant Noël, quelques semaines avant Noël, avec l'annonce d'une deuxième coupe de 19 millions, ce qui totalise pour l'année financière 40 millions. Sauf que ce que les gens à la maison doivent comprendre, c'est que lorsque le gouvernement a déposé son budget en juin, bien, les cégeps, eux, ont dû composer avec ça, ce qui a résulté par des choix difficiles. Et là, on en ajoute une couche. Alors, évidemment, pour l'année financière en cours, on ne peut pas, je pense que le cégep de Saint-Félicien, c'est quelque chose comme 160 ou 175 000 $. On ne peut pas prendre ça dans les arbres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le prend dans un surplus accumulé. Puis heureusement, là, le cégep de Saint-Félicien a un surplus accumulé. Parce que c'est vraiment pas le cas de tous les cégeps en région. Non, puis ces surplus-là fondent rapidement. Là. En 3 ans, le surplus accumulé au cégep de Jonquière est passé de 1,2 million à 500 000 à cause, justement, comme on est obligé de puiser dans les surplus. En fait, la question, c'est à quoi ça sert un surplus accumulé? Un surplus accumulé, ça sert principalement à 2 choses. Un imprévu majeur. Alors, je pense que là, on peut dire que cette année, en plein milieu d'une année financière, c'est un imprévu majeur. Ou une vision, un développement, un projet particulier qui demande une injection de fonds particulière. Alors, évidemment, ce 175 000 $-là, on peut le prendre une fois, mais on ne peut pas le prendre l'année d'après. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'au printemps, lorsque les dirigeants du Collège de Saint-Félicien et tous les autres cégeps vont réfléchir sur leur budget qu'ils vont déposer au printemps ou avril, mai, juin, dans ces eaux-là, bien, ils vont devoir faire une réflexion pour dire, bon, là, on l'a eu facile, on l'a pris dans notre surplus accumulé, mais là, non seulement ça fait 5 ans qu'on se fait couper, mais il faut faire encore davantage de coupes pour l'année. Puis il va en arriver sûrement d'autres, en plus, là, des couples. Puis là, ben, on continue à dire que, ben là, ça, c'est la marotte des différents gouvernements. Il n'y a pas de problème pour les services. En s'entend, il n'y a pas de problème. Ça fait 6 coupes en 5 ans, mais il n'y a pas de problème. Comme si plein de monde ne faisait rien, payé grassement et inefficacement. Ça vient un peu enrageant, insultant et réducteur. Clairement. Puis on voit de plus en plus, là, en tout cas, moi j'ai vu ça, des classes où il y a 30 places et tu as 40 étudiants, puis les étudiants sont debout, puis là on mise sur le fait qu'ils vont abandonner. Je trouve ça absurde, en fait. C'est pas, comment je pourrais dire, c'est sûr que là, moi ça m'interpelle, j'enseigne au cégep. Il faut que je sois honnête là, à la maison, il faut que je le dise. Mais le fait est que le cours continue à se donner pareil, mais il y aura un peu plus d'élèves dans le cours. Le cours va continuer à se donner pareil, l'élève, là, il va diplômer pareil, il va avoir ses trucs à faire, pas de problème. Mais le petit à côté, là, périscolaire, le soutien aux élèves entiers, c'est tout ça, là, à un moment donné, qui est affecté. Donc, quand on dit que les services aux élèves ne sont jamais affectés et que tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est pas vrai. D'ailleurs, même les cégeps, eux autres même, les directeurs de cégep, là, quand il y a eu l'annonce de cette deuxième vague de coupures-là, sont sortis ensemble pour dire, bien là, il va falloir que ça arrête, parce qu'arrête de dire que ça n'a pas d'impact, c'est pas vrai, là. Non, même Jonquière, ils l'ont clairement dit, l'an prochain, c'est clairement les services qui vont payer. Puis quand on dit, comme ce matin dans le quotidien, je pense que c'est les gens de Jonquière, du directeur, qui disaient « Ah, il n'y aura pas de coupure, il n'y aura pas d'effet sur les étudiants. » Bien, c'est peut-être vrai pour l'année en cours, dans le sens qu'on le prend dans un surplus accumulé, mais la vraie question, je vous le rappelle, c'est l'année prochaine, pour la prochaine année scolaire. À un moment donné, ça va finir par paraître. Clairement. Denis Lebel, député comté Roberval au fédéral, et comme un bras de fer avec les centrales syndicales qui ont dit nous, on va se battre pour que Denis Lebel ne soit pas réélu à les prochaines élections. Et là, lui, ce matin, qui dit ils ont juste à se présenter aux élections. C'est pas un peu étrange comme conflit entre un député et puis des regroupements? Bien là, je ne sais pas jusqu'où les centrales syndicales visent Denis Lebel personnellement. Je pense qu'ils visent le député qui est membre d'un parti qui est ouvertement antisyndical ou à peu près, qui dans le passé a passé, je ne sais pas, un certain nombre de lois pour forcer des retours au travail. Mais ce gars-là, c'est Denis Lebel et on l'a clairement identifié. Oui, parce qu'il est dans... c'est pas compliqué, là. De toute façon, il y en a 5 au Québec. Là. Il y en a 3, là. J'inclus, mettons, Gourde, Bernier et Blaney, qui sont probablement assez difficiles à atteindre. Par contre, les 2 autres, que sont Lebel et
Il m'en manque un, je ne m'en rappelle plus. Alors, eux, ils sont peut-être dans des circonscriptions où c'est plus jouable. Mais le fait est que les centrales syndicales, écoutez, on a un gouvernement, je pense, et c'est mon interprétation, qui se pète les bretelles avec le retour à l'équilibre budgétaire, les surplus, puis là, d'ailleurs, qui a annoncé des baisses d'impôts, puis là, on se demande comment il va faire pour les payer, parce que le prix du gaz chute tellement que même pas sûr qu'ils vont être capables de les payer, le fameux baisse d'impôts. Mais pourquoi que le Canada a fait un certain nombre de surplus? Ben, moi, je pense que peut-être qu'il y a eu une partie de bonne gestion conservatrice, là, serrée, pas trop de dépenses. Il y a quand même eu des plans pour les infrastructures. Ça a eu son impact. Mais il faut dire que la crise financière de 2008 a moins fait mal au Canada que dans n'importe quel autre pays du G8. Et troisièmement, on a mis pas mal de milliers de fonctionnaires à la porte et des postes qu'on n'a pas renouvelés. Donc, ça, à un moment donné, s'il y a un surplus, là, c'est pas juste parce que les conservateurs sont bons, c'est parce qu'il y a un ensemble de facteurs qui jouent. Donc, dans ces réformes-là, c'est très possible que certains groupes se sentent davantage visés. C'est propre des syndicats, mais je suis convaincu que certains groupes environnementaux, s'ils ont à s'impliquer, ils ne s'impliqueront pas pour les conservateurs. Là, fait que, en fait, je comprends. On dirait que Denis Lebel est surpris de ça, là, mais en fait, il n'y a rien de surprenant là-dedans. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il s'est fait aider par les syndicats dans les dernières années. Alors, je veux dire, pas là, mais bon, ça demeure. Mais est-ce que les gros mouvements syndicaux sont en droit de faire ça, en fait, d'impliquer leurs membres, parce que c'est des décisions qui sont prises? Bien, tu sais, c'est que si je suis dans une assemblée puis je donne, je sais pas, une opinion ou une recommandation, c'est une chose. Maintenant, il faudra voir s'il y avait, par exemple, un système d'affichage ou des trucs clairement associés à des dépenses électorales. Là, ça viendrait limiter leur action. Ouais. Parce que là, il y a des lois, là, quand même. Là, on peut pas... tu ne peux pas te promener avec un char allégorique pendant la campagne, voter pour tout le monde sauf Denis Lebel pendant les 35 jours de... Je pense pas qu'ils pourraient faire ça. Okay. Alors, il faudra voir. Mais est-ce qu'ils ont des gens, des bénévoles qui pourraient avoir le goût de s'impliquer pour un candidat ou un autre exemple, installer une... Là, l'action individuelle... ou suggérer à leurs membres de voter pour X ou Y. Tu sais, voilà. Puis on verra, il y a d'autres. À l'inverse, j'écoutais la dame, dont je me rappelle, Mme Trudel, je crois, qui est présidente du syndicat des postes dans le coin du Saguenay, puis elle se présente pour le NPD. Oui. Alors, ça demande en même temps, en tout cas sur une base régionale, à tout le moins peut-être certaines affinités entre ce parti. Et comme on a vu aussi avec le Bloc et la FTQ, là, c'est moins le cas, mais les 20 ans que le Bloc a été très fort, la FTQ systématiquement appuyait le Bloc, comme on a vu des grandes centrales syndicales historiquement appuyer le mouvement souverainiste ou le Parti québécois plus précisément. C'est moins clair maintenant, mais ça a déjà été beaucoup plus affirmé que ça. À l'inverse, quand on voit tout le système de financement de prête-nom, bien souvent, ça vient de certaines entreprises. Ça vient de l'autre bord, là. Je veux dire, les conseils des patronats, le conseil du patronat... fait la même chose, mais peut-être de manière plus discrète. Bien, peut-être discrètement, mais il donne des avis aussi. Oui. Il fait des sorties. On donne des avis pour dire l'économie va bien ou va mal et c'est pour telle raison. Donc, nous appuyons ou non, nous voyons d'un bon œil ou non. Les autres aussi font ça de l'autre côté. Mais donc, là, je sais pas, tu sais... Non, c'est un bel éclairage que tu amènes là, parce que c'est vrai, en fait, qu'ils prennent position aussi, là, pour ou contre. Puis tu peux pas empêcher, en tout cas, individuellement, les gens de s'impliquer ou pas pour un candidat ou une candidate. Je vois pas comment tu peux contrôler ça. D'abord, de toute façon, c'est un droit qui est garanti là, par la Constitution. Hey, Métaux Blackrock, qui vont exploiter une mine dans le coin de Chibougamau, veulent aussi faire une usine de transformation, puis ils visaient peut-être à Chambord. Je trouve plus que viser, c'est vraiment un scénario très C'est une excellente nouvelle, parce que je trouve que depuis des années, ils viennent exploiter les ressources, puis là, on veut vraiment créer de la job dans la transformation. Puis je pense que c'est ça qu'on demande depuis des années, en fait, à cette industrie-là. Puis c'est sûr que ça met un bon... Parce qu'il ne faut pas oublier que Chambord, c'est une communauté depuis 10 ans, là. Rappelons-nous, c'était censé être des beaux jours, là, à gros pur. Là. Finalement, ils ont fermé l'usine, ils sont partis avec le quota de lait. Deuxièmement, il y a eu Louisiana Pacific, que là, à un moment donné, dernièrement, j'étais content d'entendre le ministre des Ressources naturelles, ou Philippe Couillard lui-même, dire « Mais là, il va falloir... Vous voulez ouvrir? Bien, donnez-nous un plan, là, parce que là, on va donner le CAF à quelqu'un d'autre, on va faire de quoi avec ça? Parce qu'on peut attendre 1 année, 2 ans, 3 ans, parce qu'on se dit, le marché américain, tout. Mais là, à un moment donné, là, tu sais, on fait-tu d'autres choses, on fait pas d'autres choses? Alors, pour Chambord et les environs, ces communautés-là, c'est une bonne nouvelle, mais ça dépasse largement, parce que s'il y a 150 emplois directs, là, c'est pas 150 personnes de Chambord là, qui vont travailler là. Il y a des gens qui vont voyager, et on s'attend, j'imagine, à ce que ce soit des emplois assez bien rémunérés, merci,
Peut-être pas autant que dans l'exploitation, parce que des fois, dans la transformation, mais à tout le moins, on est convaincu qu'il y aura des politiques de ressources humaines, des encadrements, peut-être qui seront syndiqués. Je veux dire, tu sais, on s'entend, ça va être des emplois de qualité. 150 jobs qui arrivent comme ça directement, ça crée aussi des emplois indirects. Ajoutons à cela l'annonce pour les poivrons à Saint-Félicien. Ajoutons à cela l'usine d'appel de téléphonie, je dois dire, du côté du Saguenay. Ajoutons à cela Ariane et le projet au nord de Girard. À un moment donné, ça va payer. Ça va finir par s'embriquer un dans l'autre. Et là, à coût de 150, 200, on arrivera avec des 1 500, 2 000 emplois. T'sais. Mais sur le fond, bien sûr, maintenant, on verra. Et là, il y aura des permis environnementaux, des blagues. On sait qu'on annonce ça en grand, puis finalement, ça va prendre plusieurs années. On souhaite bonne chance. On peut pas à prime abord, là, on peut juste se réjouir de ça. Pont Sainte-Anne à Saguenay, vieux pont là, qui a été construit au début du siècle dernier. Un vieux pont, mais qui a été fort pratique il n'y a pas si longtemps. Quand il y a eu le feu sur le pont du Buc. Et là, on parle que c'est trop cher, le restaurer, etc., qu'on veut redonner la gestion du pont au ministère des Transports. Ah oui. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Je veux dire... Là, ça dépasse un peu Est-ce que c'est champ de compétences parce que... C'est le patrimoine de Ville-Saguenay, là. Oui, bien d'abord, est-ce qu'il est cité patrimonial? Oh, là, je pourrais pas te dire. D'abord, si tu veux, il y a une loi qui apporte ça. Est-ce que c'est cité patrimonial? C'est la première des choses, c'est bon. Mais puis ça, c'est une décision locale, de citer ou pas patrimonial. Puis il y a des responsabilités qui vont avec ça. Je pense qu'on touche peut-être un peu à un élément de réponse. Mais sur ça, le pont Sainte-Anne, peut-être que pour la ville, c'est un fardeau. En même temps, c'est bizarre, hein, parce que les villes, on demande toujours de plus en plus de responsabilités. Mais quand la responsabilité ne nous plaît pas, on veut leur donner. Tu sais, à un moment donné, il faut être conséquent, là. Parce que c'est drôle, d'habitude, c'est le fédéral qui dompe des problèmes, si tu veux, provincial ou municipal. Et là, on a l'impression que c'est le chemin inverse. Mais il y a quelques années, il me semble, je pense que le gouvernement Charest, au milieu des années 2000, peut-être 2007-2008, dans ces eaux-là, il y avait un programme de restauration de ponts. Spécifiquement, il y avait une enveloppe là, pour ça. Alors, la première chose que je me suis dit ce matin, je croyais que c'était déjà le cas parce que, à cause de cette enveloppe-là, à moins qu'elle n'ait pas été reconduite, et là, ça crée un problème d'entretien, il faudrait, peut-être quelqu'un à la maison peut nous éclairer, peut-être nous envoyer un petit... Mais je sais, en tout cas, que depuis cette annonce-là, hier, dans les médias sociaux, les gens étaient bien fâchés. Ils disaient, il ne faut pas toucher à ce pont-là, on va le garder, c'est un patrimoine. Bien, puis c'est parce que, tu sais, à la limite, on a vu comment il pouvait être utile. Quand le pont a été fermé il n'y a pas si longtemps à Saguenay, on peut comprendre là, que ça a changé le quotidien de pas mal de monde pendant quelques jours. Là. 2 semaines. Au-delà de ça, je veux dire, c'est une crise qui s'est somme toute bien déroulée, bien gérée. On a vu des stationnements incitatifs, plus de transports en commun, plus de piétons. On a vu même l'armée canadienne qui, pour protéger du vent, mettait des toiles. On avait un élan de solidarité. Mais pourquoi c'est pas ça à l'année? Pourquoi qu'on ne fait pas un aménagement urbain pour créer des stationnements incitatifs à l'année? Pourquoi qu'on ne crée pas... Parce que là, en plus, le problème à l'époque était amplifié par le fait que l'autre pont, le pont Chipchon, était barré. Peut-être que si ce pont-là avait été ouvert, là, ça aurait enlevé une pression supplémentaire. Alors moi, je me dis, au lieu de construire un deuxième pont, comme M. Peterson le souhaite, là, est-ce qu'il n'y a pas des choses à optimiser dans tout ça? Changer le mode... parce que là, tout le monde va vouloir un deuxième pont puis un troisième pont pour... changer le mode de fonctionnement, en fait, quotidien. Ça n'a pas d'allure, là. Oui. Surtout quand tu regardes, à peu près tout le monde est tout seul dans son auto. Moi, ça me fait un peu capoter, là. Quand tu prends la peine de regarder, là. OK. Et puis, écoute, je sais que tu voulais absolument parler de Sarah je la connais pas du tout, la qui a passé à la voix, de Dolbeau. Non, mais écoute, là, moi, je demeure à Dolbeau-Mistassini. Présentement, ici, on est à Dolbeau-Mistassini, télécommunautaire. On a une jeune femme de 30 ans qui vient d'ici, qui est allée ailleurs, qui est revenue, qui a essayé toutes sortes d'affaires au niveau musical, artistique, etc., qui se lance. Et j'ai écouté sa prestation. Puis, elle est arrivée avec une chanson de Bernard Adamus. Puis, d'abord, une femme qui chante du Bernard Adamus, en soi, j'imagine qu'il a dû avoir un élément de surprise. Elle a bien interprété, elle l'a approprié. Mais tout ça pour dire que je ne suis pas là pour parler de l'émission en tant que telle et de juger le contenu ou pas, comme par exemple qui pourrait manquer de chansons en français. Mais on pourrait surtout dire que cette jeune femme-là, elle a essayé, elle l'a eu, puis là, c'est une belle expérience, puis elle vient du coin, il faut qu'on lui souhaite. Bonne chance. Parfait. Bonne chance, Sarah. Et on va passer aux nouvelles nationales.
Au Canada, on parle du prix du pétrole qui a baissé. On sait qu'à l'Ascension, là, il y a M. Régis là, qui a baissé en bas de 99 cents et qui dit « Moi, 6 cents de profit du litre, c'est en masse. » Puis ça a créé un peu une guéguerre là, des prix pour le bénéfice de moi, de toi et de tous ceux qui ont des autos. Et là, on voit aussi que ça a un impact grandissant partout à travers le monde. En Russie, ça a créé des gros problèmes, mais aussi en Alberta, etc. Et on sait que l'Arabie saoudite travaille fort pour garder le prix du pétrole bas parce que ça les avantage. Là, tu arrives avec un thème, là, on pourrait faire l'émission là-dessus. Là. Bien, d'abord, on n'en parle pas du tout. Mais non, on va en parler pareil. Mais le fait est que là, individuellement, le fait que le coût de l'essence soit bas, c'est intéressant. Je veux dire, mais collectivement, je ne suis pas certain que c'est une si bonne nouvelle que ça. Là, j'entends des gens dire « Ouais, mais est-ce que je ne mets pas en essence, je peux le mettre ailleurs, ça va être bon pour l'économie. » Puis bon, peut-être dans une économie classique, avec des lunettes du 20e siècle, oui. Mais dans une économie avec des lunettes du 21e siècle, où ce qu'on devrait se tourner vers une économie qui repose sur autre chose que ça, selon moi, je ne suis pas certain que c'est une bonne nouvelle. Pour revenir au monsieur de l'Ascension, c'est bien certain que lui, c'est comme le héros là, dans toute cette histoire-là. Puis, soyons clairs, là, quand on regarde avec CAA Québec qui disait qu'il doit avoir environ 6 à 8 cents de profit, et là, on était rendu à presque 14, là, il y avait, à côté de d'autres régions, là, il y avait quelque chose qui se passait. Ouais. Alors, il s'agit qu'un type comme ça décolle en affaires, ça a eu un impact, ce qui fait que présentement, on paye environ 97, là, M. Régis est à 93, là, on voit que ça satisfait pas mal de monde. Ceci dit, quand le prix du gaz va augmenter puis qu'il va être rendu à 1,40, parce que là, faites-vous pas de peur, là, moi, je ne pense pas qu'on va avoir du 97 cents 1 an, 2 ans, 3 ans. Ah, ben écoute, je lisais un article sur l'Arabie saoudite et le pourquoi ils gardent le prix du pétrole bas, bon, et c'est assez fascinant. De toute façon, mon propos est le suivant, c'est que quand on va arriver puis que les gens, les propriétaires de stations-service là, vont avoir une scène et demie, une marge de profit, puis quelqu'un pourrait dire, ben là, finalement, moi, je vais le vendre 5 cents de plus qu'ailleurs parce que j'ai besoin de 6 cents. J'ai hâte de voir l'élan de solidarité. Oh, ouais. Tu sais, là, la seule raison pour laquelle il y a un élément de solidarité, c'est parce que les gens sont motivés par des raisons individuelles, parce que ça leur coûte moins cher. Point. Tu sais, je veux dire, il est où le projet de société là-dedans? Il n'y en a pas, là. Tu sais, pour ça, je suis un peu critique, moi, de ce phénomène-là. Pas contre le monsieur, là, pas ça que je veux dire, là, mais comme mobilisation, puis les médias sociaux. Non, mais ce qui se passe au Canada aussi, c'est que ça change spécial. Un peu le pôle économique là, du Canada. Politique là, par la même occasion, si ça dure et ça perdure. Parce que, tu vois, ce que je disais sur l'Arabie saoudite, pourquoi ils maintenaient les prix du pétrole bas, ils disaient qu'ils pourraient faire ça 2-3 ans, parce qu'eux, ça les avantage à long terme, en fait. Ben, c'est parce qu'ils sont capables de soutenir un bas prix beaucoup plus longtemps. Et là, on vise les économies, je vais dire les économies pétrolières émergentes. Oui, exactement. Gaz de schiste. Peut-être un peu Russie, d'ailleurs, on doit les cibler au passage. Oui, sable bitumineux, gaz de schiste. Ils ne tireront pas sur les pays de l'OPEP, là. Ben non. Hein? Donc, ce sont les autres. C'est ça. Puis là, le fait que le pétrole soit élevé, ça fait en sorte que ça gonfle artificiellement le dollar canadien. C'est bon pour l'économie de l'Ouest, sauf que pour l'économie de l'Est, notamment du Québec, qui repose sur le manufacturier, ça nuit à nos exportations et ça diminue l'emploi. À l'inverse, d'avoir un prix du pétrole bas, ça fait diminuer les coûts et ça facilite davantage nos exportations, d'autant plus que le FMI ou quelque chose comme ça, il me semble que le FMI prévoit qu'un des seuls endroits dans le monde où la croissance va être revue légèrement à la hausse et que ça va relativement bien, c'est aux États-Unis. 80% de nos exportations vont aux États-Unis. C'est bon pour le bois, c'est bon pour l'aluminium, c'est bon pour le Québec. Donc, entre un chèque de péréquation puis un prix du pétrole bas, je vous dis tout de suite, j'aime bien mieux le prix du pétrole bas. Ouais. Et là, tout à l'heure, là, vous allez voir l'histoire de péréquation. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, tout ça. Là. Mais ça va changer les rapports entre la dynamique au Canada. Même mondialement, parce que l'économie russe qui en souffre énormément. En tout cas, j'ai bien hâte de voir. Caisse de dépôt et placement du Québec, ils ont fait une grosse annonce cette semaine. Ils vont investir dans les infrastructures. Moi, je trouvais que c'était intéressant au départ. Parce qu'ils le font déjà à l'étranger, en fait, là, mais ils vont le faire au Québec. Mais attention, à l'étranger, on est investisseur. Ouais. Je ne sais pas, il y a un PPP quelque part, il y a un projet d'autoroute payant, de transport, peu importe, là, je ne connais pas le détail des projets. On investit parce que si, je ne sais pas, je mets tant de millions puis que ça peut me rapporter 5-6 % par année, 7 tant mieux. Et on me disait que sur les 12 ou 15 dernières années, ce type de placement-là a rapporté beaucoup plus pour la Caisse de dépôt, là,
On est au-delà de 10 là. OK. Alors, donc, c'est important, là, compte tenu que toi et moi, quand on place le petit peu d'argent qui nous reste dans un compte, on fait 1,5, 2 Je sais pas de quoi tu Je sais parles. pas de quoi je parle. Bon, mais tu comprends, alors, quelqu'un qui réussit là, dans les dernières années, sur une moyenne de 15 ans, dans ce genre de placement-là, aller chercher des rentabilités du genre, c'est super intéressant. Mais justement, elle est là, la question, c'est que d'abord, à l'étranger, on investit, on ne gère pas les projets de A à Z, on ne les construit pas, on n'est pas maître d'œuvre, on n'est pas. Alors, première différence. Deuxième différence, c'est qu'on veut que ça soit rentable. Alors, la question que je pose, c'est comment fait-on pour avoir des projets d'infrastructure rentables? Oui, c'est ça. Alors, on a ciblé le transport en commun ou d'autres types de projets de genre, ou des ponts payants peut-être, mais ce n'est pas des autoroutes payantes. OK. Mais là, si c'est... Parce que la Caisse de dépôt, elle a deux objectifs. On place l'argent pour les retraites, puis on assure le rendement. Hein, il y a une pression énorme par rapport à ça. Mais on oublie un peu trop souvent que la Caisse de dépôt, elle a aussi un rôle de favoriser le moteur économique du Québec, c'est-à-dire le développement du Québec. Sauf que si j'investis, par exemple, dans des projets d'infrastructure, je peux assez facilement comprendre que je favorise le développement économique du Québec. Mais ça ne veut pas dire que c'est rentable. C'est ça. À court terme, là, sur la colonne de chiffres. Là, la question de la rentabilité, parce que si c'est payant pour la Caisse de dépôt, qui va payer? C'est-tu l'utilisateur payeur? C'est-tu des PPP? On remarque que PPP pour PPP, aussi bien que ce soit la Caisse de dépôt que n'importe quelle autre entreprise privée. Oui. Mais, on a vu ce que ça puis donnait. L'autre affaire qui a un avantage qui est non négligeable, puis celle-là, il faut quand même la prendre en considération, c'est que si le gouvernement met un peu moins d'argent en infrastructure, puis c'est la Caisse de dépôt, au niveau de la comptabilité, ça change quelque chose. Là. Ça fait moins de pression sur ta dette. Ouais. Alors, quand tu arrives, tu négocies des taux d'intérêt... ça devient intéressant. Surtout quand ta dette brute frise le 200 milliards et quelques, en tout cas. Ça a un impact, ça. Donc, je dis correct, mais ça va être quoi l'impact sur la rentabilité? Comment on va s'assurer des questions de transparence et d'éthique? Parce que là... Parce que le lien entre le gouvernement et la Caisse de dépôt, il faut que ça soit transparent. Est-ce que le gouvernement va donner une liste de projets à la Caisse, puis la Caisse choisit d'embarquer ou non, tout dépendant de ses moyens et de ses volontés? Est-ce que là, on disait même, ça a l'air que la Caisse va consulter les partenaires locaux, les municipalités. Oui, mais attends un peu, là, c'est quoi son imputabilité? C'est le rôle du gouvernement, ça, des élus, c'est pas le rôle de la Caisse de faire ça. Ça. Alors là, transparence, éthique et l'étanchéité dans l'attribution des contrats, là. On a vu qu'on n'était pas les maîtres de Alors, ça fait beaucoup de choses à prendre. Mais moi, je vous dis, je ne suis pas contre ça. Je me dis, allons voir. Allons voir, ça veut dire, prenons le projet de loi qui va être déposé, on va l'analyser. Puis je pense que le gouvernement devrait avoir une approche là-dedans consensuelle. Parce que là, c'est pas une petite mesurette, là, c'est pas un programme comme un autre, là. Ouais. Là, c'est des gros sous, là. La game a changé, moi, je trouve, avec un projet comme ça. Alors, j'espère qu'on aura une approche conciliante, puis à la limite, non partisane sur une affaire comme ça. C'est important, là, ce qui va se traîner là. Puis si ça fonctionne, puis qu'on réussit à calmer les inquiétudes, les questions que les gens peuvent avoir, les gens qui sont opposés à ça, ça peut être porteur. Puis troisième affaire, à part la rentabilité et la transparence et l'éthique, les régions. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Expliquez-moi là, quel type de projet la Caisse de dépôt va pouvoir investir. Parce que peut-être que finalement, ça va dégager une marge de manœuvre au gouvernement, puis ça va permettre au gouvernement d'investir davantage dans des projets en région. Ça peut être comme ça qu'on le voit. Mais il va falloir répondre à cette question-là. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est bien beau, là, les projets dans les grands centres, mais la région, moi, je ne reste pas dans les grands centres. C'est ça. Ah non, il faut être régionaliste. Hey, Michel Guimond, qui est décédé hier subitement, en fait, un ex-député du Bloc québécois, qui s'est présenté d'ailleurs aussi pour le PQ aux dernières élections sans être élu. Écoute, j'ai pas grand-chose à dire, excepté que je voudrais offrir mes condoléances. Je trouve que c'est quelqu'un qui s'est tenu debout et qui a fait quand même avancer pas mal de projets. Je ne sais pas si toi, tu l'as connu personnellement. Non, pas du tout. Mais c'est quelqu'un que j'ai vu, c'est qu'il, en s'entraînant le matin, 61 ans, crise cardiaque, je pense. Voyons, c'est bête, le gars, il s'entraîne. Il s'entraîne pour être en forme ou parce qu'il est en forme. Puis, regarde, c'est tragique. Mais j'écoutais Robert Bouchard en entrevue, puis il disait qu'il avait entre autres collaboré avec Robert Bouchard pour la démarche facilitant la reconnaissance du Fjord Saguenay, patrimoine de l'UNESCO. Donc, d'un point de vue régional, peut-être qu'on peut dire que c'est le lien qui unissait peut-être la région avec un comté qui était assez proche du sien, d'ailleurs. Oui, mais c'est un gars de Chicoutimi aussi. Là. Aussi, qui est natif de la région. Oui, faut oublier. Campagne à la direction du PQ, j'en parle, les gens disent « Ouais, on n'est pas tellement en campagne, ça s'en vient », mais c'est parce que je trouvais ça drôle. Là, on parlait en fait du fait que
Pierre-Carl Péladeau, l'homme qui dérange le plus l'ensemble de l'univers. En fait, il n'a même pas besoin de parler. C'est fou comment on lui donne d'importance. D'ailleurs, on fait la même chose, on en parle. Mais à cause que, non, mais il se déplace... C'est comme un phénomène, là, quelque part, il faut reconnaître ça. Là, on parlait que, comme il se déplace en avion, c'est pas... je veux dire, c'est pas correct envers les autres candidats. C'est ses dépenses électorales, mais il va-tu pouvoir... En tout cas... D'abord, les règles... Sur sa fortune, en fait, sur le fait qu'il ait plus d'argent que les autres. Non, mais c'est pas il ne peut pas mettre son argent personnel pour faire ça. Mais son avion, c'est son avion personnel. Oui, mais il faut qu'il déclare les dépenses qui vont avec ça, là. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que je crois, si ma mémoire est exacte, que chacun des candidats et candidates peuvent dépenser maximum, je crois que c'est 500 000 $. OK. Très, très, très peu vont atteindre ça, là. Mais je ne suis même pas sûr que Péladeau lui-même va atteindre ça. Mais tu peux pas, tu sais, je veux dire, si tu prends l'avion et que tu as déplacé, toi, 2 personnes de ton personnel, tu sais, je veux dire, ça rentre dans tes dépenses, là. Puis les dépenses, c'est du moment où tu as dit que tu étais candidat. OK. D'abord. Ce qui fait que quelqu'un qui s'est déclaré, il y a 1 mois et demi, 2 mois, avant Pierre-Carl, par exemple, Péladeau, bien lui, ses dépenses, son compteur a commencé à tourner avant. L'autre affaire, c'est que pour les activités de financement, ce n'est pas une élection conventionnelle, là, c'est une course à la chefferie, c'est la vie interne d'un parti. Le règlement dit qu'on peut aller jusqu'à un maximum de dons de 500 $. Alors, la personne candidate a le choix d'organiser des activités à 50, 100, 200, 500, je veux dire, bon. Alors, lui a organisé des activités à 500. Bon, Martine Ouellette a organisé des activités à 100. L'autre affaire qu'il va falloir surveiller dans cette campagne-là, c'est que la fin janvier approche. Et là, on doit non seulement déposer officiellement les bulletins de candidature, voire à leur validité, hein, c'est-à-dire que tout est conforme. Je vous rappelle, 50 comtés, 9 régions, 2000 signatures. Ça paraît facile, mais c'est pas facile. Quoique M. Péladeau a fait ça en 4 jours, 5000 signatures. Là, il y a une bonne défense qu'il y a une équipe. Une bonne équipe, probablement. Mais au-delà de ça, regardez aussi ce qui va se passer au début février. Parce que le Parti québécois se réunit dans le coin de Laval. Et là, je pense qu'il va être question d'adopter une plateforme qui reprend une consultation qu'il y a eu cet automne auprès des membres. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui va être adopté, mais que les différents candidats à la chefferie n'ont pas influencé, n'ont pas manipulé, n'ont pas manœuvré là-dedans. Alors, ce que ça dit, c'est que, pour une fois, depuis assez longtemps, je pense, au Parti québécois, il va y avoir quelque chose sur la table. Et là, les candidats et candidates vont regarder ça en disant, voici ce que les membres veulent. C'est à moi de répondre à cela. Et là, il y aura la deuxième phase qui va commencer. Parce que là, la première phase, c'est se faire connaître, on fait une nouvelle de temps en temps, on lance 3-4 idées, les signatures. Et là aussi, là, pour le 31 janvier, c'est 10 000 $. Parce qu'il y a 3 tranches, 10 000, 10 000, 5 000. C'est 25 000 que les candidats et candidates doivent fournir, parce que ça a des coûts, ça, une course à organiser pour le parti. Dans le temps de M. Couillard, Moreau et Bachand, c'était 50 000 chaque. Alors, tu sais, c'est normal là, qu'il y ait des frais d'inscription. Il faut démontrer le sérieux aussi de la chose. Donc, ça va être intéressant de suivre, et ça va culminer en mai. Là, ça sera de voir. Mais moi, je ne suis pas certain, du tout. Là, présentement, il y a 6 candidats et candidates. Mais je ne suis pas certain qu'il y en aura 6 le 6-7 février. Ouais. J'ai hâte de voir qu'il y en aura 1 ou 2 qui vont se désister. Puis j'ai hâte de voir aussi les débats qu'il va y avoir, parce que là, les idées aussi, on a le goût d'entendre parler des idées au-delà des personnes, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de Pierre-Carl Péladeau, puis de la personne, de l'homme d'affaires, plus que des idées, moi, je trouve. J'ai hâte qu'on puisse en débattre. Je sais qu'il y aura minimalement 2 débats d'organiser, un dans la région de Montréal, un dans la région de Québec. Les organisations régionales vont organiser des événements en invitant les candidats et candidates à participer, à venir rencontrer les participants et les militants. Donc, il y aura ça. Donc, mais ça, c'est dans la deuxième moitié. Ouais. C'est au printemps. Tu sais, je veux dire, là, la première moitié, c'est pas ça. Mais ça fait des courses quand même assez longues aussi. Oui, clairement. Je ne sais pas comment ils font, parce que, sincèrement, 35 jours de campagne électorale, c'est long. 6 mois... c'est long aussi. Parce que là, eux, ils continuent à faire leur job de député, à rencontrer les citoyens, à aller à l'Assemblée nationale. Alors là, tu cumules là, les déplacements. C'est pour ça qu'ils ont besoin de temps aussi. C'est toute qu'une vie quand même. Hein? Oui. Je ne sais pas si tu as vu, il y a des ministres de 3 provinces différentes qui sont allés rencontrer le directeur de Radio-Canada pour s'assurer, en fait, qu'on continue de donner des bons services. De 3 provinces différentes? Oui, de 3 provinces différentes. Qui était là pour le Québec? C'était Jean-Marc Fournier. Ah, OK, je pensais que c'était Mme Non. J'ai vu que son chapeau de la culture, mais je pense que M. Fournier est aux affaires intergouvernementales. Oui, il l'a été, en tout cas. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est lui qui est allé pour s'assurer, mais ça a l'air qu'il n'y a pas eu d'entente, qu'il n'y a pas eu vraiment de réponse. Mais on veut s'assurer. Moi, je trouve ça sain, en fait, que les provinces disent on y tient à Radio-Canada, parce que c'est tellement essentiel, en fait.
Bien, non seulement c'est essentiel, parce qu'il y a des choses qu'on voit à Radio-Canada, on va le dire comme, on va se dire les vraies affaires, hein, que si c'était pas subventionné, il y a peut-être des types d'art de production que tu verrais pas autrement. Donc, au nom de la diversité, c'est bon. C'est bon. Au nom de la culture francophone, c'est bon. Parce que, tu sais, c'est une plateforme là, essentielle pour la culture francophone. Et moi, il y a un gros bémol que j'ai aussi, là, c'est que les gens ne réalisent pas que les autres stations aussi sont subventionnées, là. Oui, parce qu'il y a toutes sortes de crédits d'impôt. Ben oui, c'est quand là. TVA ou V ou Organise... Ils sont tous subventionnés. Même les chaînes spécialisées, ils font toute la file pour savoir s'ils peuvent être admissibles au crédit d'impôt. Effectivement, il y a des crédits d'impôt. En tout cas, on va espérer que ça reste. Et là, on manque de temps, fait qu'on va passer direct à l'international. Oui, Patrice. Liberté d'expression, on en a parlé. Là. Ah oui, écoute, on en a parlé énormément, la liberté d'expression par rapport aux attentats. Mais moi, je veux aller plus loin que ça. Je veux qu'on réfléchisse sur la liberté d'expression en tant que telle, parce que là, on dit, liberté d'expression, on a le droit de rire des religions, de faire tout ça, etc. Elle est où la limite à la liberté d'expression? Pourquoi, là, on dénonce ça quand on dénonce pas les journalistes qui se font assassiner à coups de dizaines, que ce soit au Mexique, en Russie, Colombie, etc., peu importe. Et elle est où la limite? Parce que est-ce que c'est les mêmes qui disent liberté d'expression aujourd'hui, mais qui dénonçaient les animateurs de radio poubelles et qui crachaient un peu n'importe qui? Elle est où la limite, selon toi, de la liberté d'expression? Là, c'est vraiment une grosse question que tu poses là. Oui. Moi, je pense que je dirais la limite, elle est, est-ce que les propos ont été diffamants? Est-ce que les propos avaient comme visée d'insinuer des choses ou comment je peux dire, de convaincre à poser des gestes, comment on dit ça, les idées haineuses, etc. Ouais. Moi, je pense que la ligne, elle est là. C'est la violence. C'est la violence. Peut-être, mais les propos diffamants, quand tu fais de la satire, tu vas faire de la diffamation, là. Je veux dire, pour un musulman, faire une caricature du prophète, c'est diffamant. Comme pour un catholique, normalement, faire un sacre, c'est blasphémer. Maintenant, là, on n'a pas le même rapport avec tout ça. Mais donc, oui, la diffamation, ça a été fait par Charlie Hebdo, là, comme ça a été fait. Fait que je dis, la limite, elle est mince. On dirait qu'on choisit quand ça fait notre affaire, en fait, là. Parce que moi, quand je voyais mais dans les années 2000, quand on a, au départ, le journal danois, ça a été repris par Charlie Hebdo, lorsqu'on a publié des caricatures, les médias nord-américains et même européens ont pris leur distance. Hein. Ils étaient très frileux. Ben voilà. Puis maintenant, on a vu aussi, quelqu'un me rapportait que dans les médias francophones, il n'y a pas eu la même couverture que dans les médias anglophones. Les médias anglophones, anglo-saxons ou même on va dire une solidarité entre les médias francophones, peut-être une sensibilité différente. Il faut qu'on comprenne aussi la situation, mettons, Québec versus France. Là, mais pourquoi on ne le fait pas quand c'est au Mexique ou en Russie? Bien, je vais te dire plus tordu que ça, parce que là, entendons-nous, là, c'est tragique ce qui est arrivé là. Oui, c'est tragique. Ça, c'est ça. Là, moi, je ne veux pas diminuer par rapport à un autre événement. Mais lorsque j'ai entendu, je pense que j'étais dans la voiture, là, qu'on a confirmé le nombre de morts pour Charlie Hebdo, la nouvelle qui suivait, au bulletin de nouvelles, c'était au Yémen, attentat à la voiture piégée près d'une école, 35 morts, 65 blessés. Là, après ça, tu as le type qui se fait donner des coups de fouet. Hein? Lui, il arrive de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a été un des premiers pays à sortir et dire ça n'a pas de bon sens, Charlie Hebdo. Mais là, ça n'a pas de bon sens au nom de quoi? Parce que là, toi, à ce nom-là, tu interdis à un blogueur de dire ce qu'il veut dire, puis tu le condamnes, puis tu lui donnes 1000 coups de fouet. Là, puis en plus, là, je vois sur ton PowerPoint, là, je fais un lien, parce que il faut avoir, on peut regarder ça d'un point de vue québécois, nord-américain, québécois. Je vois Philippe Couillard qui était extrêmement mal à l'aise avec toutes ces questions-là, qui pèlent par en avant. Après ça, on voit que d'un point de vue canadien, on a une participation à l'État islamique. Encore aujourd'hui, là, il y a eu de nouveaux développements par rapport à ça. Mais on a vu ici, on a des loups solitaires. Alors là, la dynamique est différente. Hein? Mais là, on voit qu'en France, c'est une autre façon. C'est un autre problème parce qu'on en est dans des types de quartiers en plus. Il y a des problèmes d'intégration. Mais là, ça va plus loin. Là, c'est rendu qu'il y a tellement de dimensions à un problème comme celui-là que ça, je trouve que ça devient un peu complexe. Là. Ben oui, puis là, moi, ce qui me fait rire, c'est de voir comment, par exemple, l'État d'Israël va traiter le problème quand eux, ils sont pas blancs comme neige. Comment le Canada va prôner la liberté d'expression, mais en même temps
On a des problèmes de liberté d'expression prône la liberté au d'expression, Canada on avec vient d'aller les scientifiques. prône la liberté d'expression, mais on s'en va voir Israël ou les Palestiniens, puis là, le gars, il s'est fait garrocher des œufs, John Baird, parce que là, il dit que c'est une erreur que la Palestine essaie d'être reconnue devant le tribunal international. Puis ceux qui disent que ça n'a pas de bon sens, entre autres les États-Unis, qui disent, en fait, qu'ils ne l'ont jamais reconnu, le tribunal international. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, là, je vois Boko Haram, là, Ah oui. parce qu'au début janvier, Boko Haram a rasé un village, 2000 morts, essentiellement des femmes, des enfants et des vieillards. Je vois, tu sais, là, alors là, les kidnappings, les échanges d'enfants, les enfants soldats, là, c'est de partout en même temps, à des niveaux différents. Mais là, que tu sois dans l'Occident ou dans l'Orient, à des niveaux différents que les gens vivent ça. Mais on dirait là, que mais c'est toujours cette trame de fond-là et qui pointe l'islam, évidemment, ou ce qui s'en rapproche. Et là, ce qui peut faire dire des affaires qui n'ont pas d'allure. Parce qu'on fait beaucoup un amalgame, là. Oui, puis tu sais, c'est ça. Et là, les chasses aux terroristes, là, on peut comprendre les États d'être frileux, puis les États de resserrer les lois. Mais elle est où la limite? C'est tout le temps une question de limite, parce que là, on est rendu qu'on... Tu vois, là, ça me fait rire, là, parce que, ça me fait rire. Ça me fait pas rire du tout, parce qu'il n'y a rien de drôle, mais depuis ces événements-là, là, on voit ce qui s'est passé en Belgique, encore en France, là, on a parlé des gens à Ottawa ici. Partout, on dirait qu'on passe à l'action, parce qu'avant, on ne passait pas à l'action, on surveillait ces gens-là jusqu'au temps qu'il arrive quelque chose. Mais en même temps, puis on passe à l'action, mais il se faisait des choses, là. C'est pas parce qu'on n'en parlait pas qu'il n'y avait pas des services de renseignement qui étaient... Non, mais on suivait des gens, mais là, à un moment donné, c'est qu'on peut essayer de prévoir des choses, mais ça devient extrêmement difficile, là. Tu sais, quand tu as un combat contre l'État islamique, ils sont là, nous sommes ici, mais là, tu sais, je reviens avec les loups solitaires, que tu sais pas, ils sortent d'où. Alors, on me dit qu'il y en a peut-être 90 au Canada dans le sous-sol avec l'ordinateur, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont péter une coche, là. Va prévenir ça, toi. Tu sais, je veux dire, on a beau avoir des systèmes de sécurité, ça devient extrêmement difficile, là. Et là, rajoute une médiatisation avec ça qui devient... complètement qui folle. Peut faire peur aussi à du monde, qui peut mettre le monde sur la panique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas raison de s'inquiéter, c'est pas ça, là, mais tu sais, il y a... Alors là, il y a des phénomènes médiatiques. Tu sais, pourquoi je lisais quelque chose, tu vas voir le type avec son arme à feu, sa photo Facebook, puis pourquoi on ne fait pas faire comme une nécrologie avec une photo bien standard? Parce que des fois, on dirait là, que dans la façon médiatique, c'est comme si on en faisait l'apologie. Oui. Puis là, tu te dis, on va-tu donner l'idée à un autre de dire, hey, gars, lui, il a l'affaire, moi, je continue. Tu sais, c'est quoi? Des fois, je me demande jusqu'où. Là. Alors, quand les médias se nourrissent tellement de ces événements-là. Ouais. Écoute, c'est fou, là, en fait, là. Puis en tout cas, puis la liberté d'expression, quand on voit ce qui se passe avec les scientifiques au Canada, quand on voit ce qui se passe avec le rapport entre notre gouvernement fédéral et les médias. Puis quand on voit notre gouvernement conservateur qui, à la limite, met une limite sur la période de questions, on répond moins aux journalistes, on n'a jamais fait autant affaire à l'accès à l'information que ça. Mais là, ils sont chanceux, ils ont recruté une journaliste là, pour être candidate, ça va les en faire au moins une qui va pouvoir poser des questions. En tout cas, je trouve ça intense. Puis là, c'est sûr que c'est difficile de comparer ce qui se passe au Canada avec ce qui s'est passé en France ou ce qui se passe en Arabie Saoudite, mais on parle toujours de liberté d'expression. Mais justement, c'est tellement des points de vue qui sont différents. Puis jusqu'où on va, puis on dirait qu'on utilise ça juste quand ça fait notre affaire, en fait. Puis là, je ne veux pas lancer un pavé dans la mare, là, mais là, il y a ces médias sociaux, là, tu voyais le code Dieudonné. Ouais. Là, est-ce que c'est 2 poids, 2 mesures? C'est ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Là. Je veux dire, lui, là, des fois, il insinue, puis des choses, il dépasse les bornes, mais lui, il est l'autre bord, tu sais. Ouais. Mais Charlie Hebdo, les autres sont l'autre bord, mais eux autres aussi, des fois, ils peuvent... dépasser des limites. Fait que là, ça dépend qui regarde qui, là. C'est toujours une question de point de vue. Et puis de perception, c'est là que ça devient... Moi, j'ai trouvé que dans... je ne veux pas minimiser, là, c'était vraiment un drame, Charlie Hebdo, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de récupération politique de des gens qui... Marine Le Pen, la première. D'ailleurs, moi, je pensais que ça allait attendre un mois. Ouais. Non, le lendemain. Ouais. C'était rapide, elle. Tout de suite, bang, elle récupère ça. Même François Hollande, que ce soit voulu ou non, là, le fait de montrer qu'on est capable de gérer une crise, etc., tu sais... on a vu la même chose avec ce qui s'est passé à Ottawa et Saint-Jean-sur-Richelieu ici. Voilà, il y a de la récupération. Des fois, elle n'est pas toujours volontaire, par contre, la récupération, parce que, veux pas, quand il arrive des drames, il faut que tu te montres réellement en chef d'État, il faut que tu montres que
Puis là, en plus, c'est différent en France. Hein, c'est un président, un commandant-chef des armées. C'est pas les mêmes façons de faire. Donc, il faut que tu te montres que tu es responsable en chef d'État. Puis là, évidemment, mais de là, je veux dire, il n'aurait certainement pas choisi ça dans ses... Puis c'est quoi, tu sais, quand tu regardes, mettons, l'État islamique, ce qui se passe, Boko Haram, qui c'est complètement dégueulasse, ce qui se passe, c'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien là, l'affaire, c'est que, est-ce que, pour des raisons humanitaires, parce que nous sommes des frères humains, est-ce qu'on laisse aller une chose ou si on fait de l'ingérence politique? Là, c'est ça la question. Si on dit que pour des raisons humanitaires, on n'est pas capable d'accepter et on trouve ça dégueulasse ce que Boko Haram fait, il faut intervenir. Qui va intervenir? Combien de soldats? Puis là, est-ce que j'accepte, par exemple, de payer des millions, pour ne pas dire des milliards, et d'avoir des pertes de vie soldats canadiens pour aller sauver les gens qui sont aux prises avec Boko Haram? Parce que c'est bête et méchant, mais c'est ça, les gouvernements, ils ne s'embarquent pas dans toutes les conflits en même temps. Non, c'est ça. Puis il y a quelque chose que je vais dire qui est encore plus méchant, c'est qu'on va aller se battre contre l'État islamique parce qu'il y a du pétrole, il y a des ressources. Géopolitiquement, c'est intéressant. Je veux dire, pourquoi ça fait 2, 3, 4 ans qu'en République centrafricaine, il se passe la même chose au Congo. Et on fait rien. Pourtant, c'est documenté, c'est vu des milices de viols, des villages, des massacres. On n'a pas su empêcher le Rwanda. Mais non, c'est même ça. Si on avait des mais elle est où notre limite? Est-ce qu'on va toujours seulement intervenir quand on a des intérêts géopolitiques et économiques? C'est beaucoup ça. Mais moi, je pense que c'est beaucoup ça qu'on voit. Puis oui, c'est triste. Puis après ça, pourquoi qu'on ne critique pas l'Arabie saoudite? Non, mais Israël aussi. Non, mais spécifiquement l'Arabie saoudite, là. Où ce que la charia s'applique, où ce que là, un gars qui était blogueur, a des coups de fouet, puis sa famille est à Sherbrooke, soit dit en passant. On a un lien, là, comme Québécois, là, je veux dire, c'est pas dans notre cour arrière. Sa femme, ses enfants sont ici. Fait que là, on a une responsabilité à tout le monde de s'intéresser à ce problème-là. Puis là, quand tu regardes en Arabie saoudite, le genre de peine qu'on réserve l'État des droits de l'homme là-bas, puis tu te dis, mais on ne critique pas, on accepte tout ça, puis mais il y a une autre absurdité là-dedans. Collabore avec l'Occident. Mais tu sais, l'ONU, puis sa charte des droits de l'homme qui est signée par 193 pays, mais quand tu vas lire cette charte-là, je veux dire, c'est quasiment un show d'humour, tellement tu as des exemples même de au Canada, on l'applique où pas c'est zéro respecté. Là. Même au Canada, on ne l'applique pas. Pourtant, la Corée du Nord, l'Arabie saoudite, tout le monde est membre et tout le monde doit respecter ça. Puis écoute, c'est risible. En tout cas. Dernier sujet rapidement. Patrice, là, je sais qu'on a fait un peu d'amalgame de tout ça, mais en même temps, le dernier sujet, il ne nous laisse pas davantage sur une note positive. Hein, non, mais peut-être. 99% des plus pauvres, en fait, versus on voyait que 1% des plus riches vont contrôler 50% de la planète. Puis je pense que c'est quoi? C'est les 90 plus riches qui... le chiffre, là... je sais pas, mais ça devient astronomique. Les écarts agrandissent, puis... Mais je comprends pas pourquoi les gens sont pas plus... Je pense que c'est les 90 plus riches qui sont plus riches que 3,5 ou 4 milliards d'êtres humains. Ça commence à... Puis là, en plus, c'est que là, il y a des trucs de fortune, famille en famille. Là. C'est parce que avant, quelqu'un m'avait dit, avant, une personne pouvait avoir une bonne idée, réussir. On produit quelque chose, on le vend, on est prospère. Tu n'as pas nécessairement besoin de produire quelque chose pour ça. Là. C'est des échanges, c'est financier, c'est spéculatif. Moi, j'ai des fois un problème avec le fait que si socialement on était plus unis, plus solidaires, puis on travaillait plus ensemble, tout le monde serait gagnant. Mais là, je trouve qu'on s'attaque rapidement aux ceux qui sont sur le bien-être social, puis aux syndicats, puis au filet social, mais on oublie tous les paradis fiscaux, on oublie... écoute, les transactions boursières, qu'est-ce qui se passe sur Wall Street et un peu partout dans le monde. Et ça, c'est comme pas grave. Tu sais, les bandits à cravate, là, on les oublie. Puis pourtant, c'est eux qui sont responsables beaucoup de l'appauvrissement de la population. Puis en général, si la majorité des gens étaient plus riches ou on avait un meilleur filet social, il y aurait plus de dépenses et l'économie serait encore meilleure. Parce que ces gens-là, c'est pas vrai qu'ils participent à l'économie. La bonne nouvelle, et j'ai lu ça, je ne sais plus trop où, j'ai entendu ça à la radio, c'est que je crois que c'est une personne très haut placée chez Oxfam, c'est Oxfam International, qui va co-présider le Forum de Davos. Alors là, parce qu'il ne faut pas oublier là, que cette nouvelle-là sort, le Forum de Davos s'en vient. Oui, c'est prévu. Davos, qui est à Davos, c'est les plus riches de la planète, on va dire, ou ceux qui ont intérêt à ce qu'il y ait des affaires qui se brassent, là, que rien ne change finalement. Et à Davos, elle est là. Puis,
Alors, certains misent sur sa présence pour rendre inévitable le fait qu'on va traiter de ce point-là de répartition de la richesse. Puis elle l'amène sous un angle peut-être réformateur, peut-être pas assez radical pour certains. Mais elle dit, si vous ne réglez pas ce problème-là, vous allez continuer à avoir des problèmes de croissance et de création de la richesse. Bien oui, clairement. Alors, à un moment donné, est-ce qu'on peut prendre le langage des néolibéraux, du capitalisme, du 1%, pour dire, bien, avec ce même langage-là, ce même concept-là, et au nom de ces principes-là, peut-être des changements à apporter. Parce que là, c'est... en tout cas... Parce que là, à un moment donné, ce qu'on va voir aussi, puis ça va, ajoutons à cela des catastrophes écologiques, changements climatiques et autres, quand on va commencer à avoir des migrations de territoire en territoire, on va s'apercevoir qu'on peut aller là, ils sont juste 35 millions, nous, on crève de faim, il y a de la place en masse. Pourquoi? À un moment donné, je ne veux pas être alarmiste, mais il va y avoir des mouvements. Ça va se construire global. Des murs encore. Là, mais Patrice, on regarde tellement dans notre main et jamais à long terme. C'est toujours à court terme, c'est toujours hyper individualiste. Nous autres, moi, avoir l'eau chaude par la TV, c'est pas mal plus important que sauver la vie de millions d'êtres humains. Là-dessus, sur cette belle phrase, Patrice, je te dis merci. Vous, téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Et je vous lance la question, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pensez-vous? Vous pouvez nous écrire, vos commentaires, vos questions, vos réflexions sur ce qu'on a dit, sur d'autres choses, d'autres sujets que vous aimeriez qu'on parle. Vous aimeriez venir en émission jaser avec nous autres. Écrivez-nous tvldm9@videotron.ca et allez sur notre page Facebook, donc à Facebook tvldm9. Et vous allez pouvoir liker notre page et là, avoir nos informations, nos émissions, celles-ci et les autres. Suivez-nous, c'est intéressant, puis on a besoin de vos commentaires. Fait qu'écrivez-nous. Là-dessus, je vous dis merci et à la semaine prochaine. Merci, Patrice. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca.